nous avons décidé aussi au SAUE, et c'est pour ça que nous vous proposons aujourd'hui, ce soir, cette conférence sur les cours d'école. Nous avons décidé aussi d'accompagner les collectivités vraiment sur les réflexions d'aménagement des cours d'école. Nous avons la chance au SAUE et dans le conseil d'administration, Monsieur Mandin, d'avoir Monsieur Mandin qui est enseignant et qui va pouvoir, à qui j'ai confié la mission de nous faire des propositions justement pour pouvoir travailler en relation avec les collectivités, les cours d'école. Il ne faut pas oublier que nos enfants passent en moyenne 3 jours dans les cours d'école et que parfois, pour des contraintes qui sont plus parfois des contraintes d'entretien ou autres, on a pu couper des arbres, on a pu un peu moins végétaliser, on a un peu plus bétonné nos cours d'école et on se dit que c'est aussi vraiment dommage de se résigner à ça pour simplement des problèmes d'entretien. Donc, on va aussi vous accompagner, les différentes communes qui voudront rentrer dans cette démarche pour pouvoir travailler aussi les cours d'école. Et puis, les cours d'école, c'est aussi l'imagination, la créativité, le bien-être de nos enfants et aussi le rapprochement à la nature, pouvoir leur faire découvrir aussi toutes les spécificités de la Vendée, respecter à chaque fois les identités de la Vendée, qu'on soit dans le sud Vendée, sur le littoral, en centre Vendée, chacun a ses espèces et ses essences. Et vous allez voir que le projet qui va nous être présenté de Libourne est vraiment un projet intéressant et que parfois les coûts pour bétonner les cours d'école sont plus importants que de pouvoir végétaliser et de proposer un environnement un peu plus créatif à nos enfants. Donc, je vous remercie d'accueillir notre conférencière, Madame Kériot, et qui va nous présenter ce qu'elle a pu travailler avec la commune de Libourne et qui a obtenu le prix Palmarès Paysage 2021. Je suis conceptrice paysagiste, co-gérante de l'atelier CLAP, donc avec Florian Bonino. On est un duo de paysagistes diplômés de l'école du paysage de Versailles et ça fait 10 ans qu'on pratique ce métier et plus récemment 5 ans à peu près qu'on a monté l'atelier CLAP. Voilà. Pour s'attacher à des projets, notre attachement c'est vraiment des projets de lieux du quotidien, de pouvoir réinventer ces lieux dans lesquels on passe beaucoup de temps, qui sont parfois banalisés, beaucoup soumis à beaucoup même souvent des emprises routières, du vocabulaire routier. On a une perte d'identité et donc CLAP s'attache à ces petits lieux du quotidien, ces petits patrimoines qu'il faut valoriser juste à côté de chez nous. Je vais vous présenter ce projet dans son ensemble pour aussi pouvoir vous donner des outils. Je pense voilà, si c'est une démarche qui intéresse, c'est un retour d'expérience qui peut être riche et qui balaye à la fois comment on s'est emparé, nous, du sujet en tant que paysagiste, comment on a développé une démarche de projet et une démarche de participation avec les différents acteurs, les élus, les enseignants, les services techniques aussi, les élèves et les parents d'élèves. Et enfin, comment aujourd'hui il se l'approprie, parce qu'on donc on suit ce projet régulièrement, on y va pour voir comment il a été vécu et comment il est encore vécu, comment il évolue. Et enfin, on pourra aborder très rapidement, mais c'est important, la question du budget qui a été alloué à ce projet, le type de marché et du planning. Peut-être que ça peut aussi vous donner quelques billes. Ce projet a été primé récemment au palmarès du paysage 2021 pour sa sobriété, sa frugalité. Vous allez voir, on est sur des prix au mètre carré, 30 € du mètre carré, 30 € hors taxe travaux par mètre carré. C'est des prix totalement raisonnables pour des espaces publics. Donc il y a une certaine sobriété et une certaine aussi vision participative qui a été récompensée. Je démarre aussi par rapport au contexte et à l'évolution de la commande. Comment aujourd'hui on a pu aussi dépasser une première commande de départ. Le contexte, c'est celui-là, c'est une cour entièrement imperméabilisée,
On est donc à Libourne, côté de Saint-Émilion. C'est un satellite un peu de Bordeaux, mais on n'est pas dans la métropole. Donc on est sur cette cour de 2000 m² avec des arbres qui sont sénescents, donc qui sont en train de mourir, et ben voilà, une nappe d'enrobé actuellement. Donc voilà les photos de l'existant. Donc là, on est il y a à peu près 1 an. Le projet a été livré en septembre dernier. Donc là, on est en septembre d'encore d'avant. Voilà l'existant de cette cour de récréation avec des parties aussi pas forcément utilisées. Il y a vraiment c'était quand même une grande surface. Et puis aussi à l'arrière, ce petit cocon de verdure qui est plutôt utilisé dans les temps de périscolaire. Il y a une personne à Libourne dans chaque école de Libourne, une personne attitrée pour encadrer ces temps de périscolaire, et qui, là, particulièrement sur cette école, était demandeuse de plus de verdure dans l'école et qui a en fait initié ce projet et cette demande qui, à la base, donc voilà, est partie de lui, de cette personne périscolaire, et qui ensuite est allée dans les oreilles de l'élu qui a pris part à cette demande. Donc cette personne... donc je vais l'appeler Julien, Julien du périscolaire, qui a contacté les élus avec cette première esquisse de son projet idéal pour la cour de récréation de Libourne. Il voulait donc un tunnel... c'est pour regarder les étoiles, normalement c'est un peu fort. Donc un tunnel vert, avec une grande pergola. Il y avait aussi ces idées de haies qui vient cacher le parking, mais en fait actuellement, ils demandaient des bacs de plantation pour les classes, pour pouvoir planter et cacher ensuite ce parking. Quelques bacs de potager et puis 2 arbres qu'on voit ici pour agrémenter la cour. Bon, voilà un peu son esquisse de départ qui a eu le mérite vraiment d'attirer l'œil de l'élu et de dire ok, il y a un terreau fertile pour faire quelque chose, il y a des gens motivés. Suite à ça, la ville de Libourne nous a contactés et on est allé sur site voir ce qu'il en était et puis voir comment des concepteurs paysagistes peuvent s'approprier ce projet et cette première demande. Donc nous, au départ, on a fait une maquette. Ça a été vraiment un outil pour communiquer tout au long du projet et pour capter les différents acteurs un à un, que ça soit à la fois les élus, les techniciens, à la fois les parents d'élèves, les élèves. Vous allez voir que cette maquette, elle va nous accompagner tout au long du projet et elle est amovible, participative. Elle fait vraiment partie de notre méthode. Ça, au début, donc c'est une maquette qui représente l'existant, avec cette nappe d'enrobé, ces quelques arbres sénescents, et puis au milieu, 4 mûriers qui sont là et qui tiennent par contre encore le coup. Donc ces diapositives ont été montrées dès le début du projet. Ça, c'était un peu notre diagnostic, avec des schémas sur la gauche de l'image, sur votre droite, qui montre comment on arrive avec des températures à plus de 65 degrés au sol en été, avec ces nappes de bitume qui emmagasinent la chaleur parce que le sol est sombre. Ensuite, on est en haut sur des sols qui sont totalement imperméabilisés, avec l'absence d'échanges aussi gazeux. Il y a un problème aussi d'eau pour les arbres qui ne peut pas s'infiltrer, mais aussi d'échanges gazeux qui ne peut pas se faire. Donc l'état des lieux, il est là, et à un moment donné, il faut le montrer en schéma, il faut l'illustrer pour que tout le monde puisse se l'approprier et tout le monde puisse en avoir vraiment une idée. La première question de départ pour nous, vous avez vu l'idée de tunnel vert de Julien, donc ça a été de questionner cette première idée de pergola en fait, qui était là parce que la demande, c'était aussi d'apporter de l'ombrage pour ces journées ensoleillées. Donc avec bien sûr un budget
je vais le redire aussi, mais très très limité. Donc nous, de retour à l'atelier, on s'est posé beaucoup de questions, à se dire, du point de vue du budget, comment on va adapter et respecter le budget raisonnable qu'ils veulent qu'on tienne, et comment on peut avoir le maximum d'impact. On s'est mis à poser cette pergola qu'on se pressentait qu'elle allait exploser le budget et que ça allait faire un élément anecdotique au final dans la cour de récréation. À elle seule, elle empiétait tout notre budget, on n'aurait pas pu faire autre chose. Donc on a quand même questionné ça, différentes manières de faire cette pergola, et puis très rapidement, on a posé ce constat qu'il fallait échanger avec les élus, parce qu'au départ, ce n'était pas du tout ça la demande. Donc de comparer, de partir d'une pergola avec un coût élevé, 200 € le mètre carré, un coût ratio qu'on a estimé, qui peut varier d'une pergola à l'autre, mais qui en moyenne nécessitait ce budget-là. Un entretien important avec une structure contraignante finalement, et aussi des plantes grimpantes qui auraient nécessité de l'arrosage, qui auraient nécessité aussi des conditions pour être protégés, des enfants qui circulent, donc une fragilité des plants, et aussi un passage des véhicules contraints, parce que là, en l'occurrence, on avait juste la contrainte de passage pour un camion d'entretien et pompiers. Ça, c'est des considérations techniques. Sur cette idée-là, donc on s'est dit, mais le sujet, c'est d'apporter de l'ombrage, c'est d'apporter de la fraîcheur, et aussi comment aller plus loin que ça et comment faire pour que ce projet devienne un véritable outil pédagogique aussi. Donc réintroduire l'arbre dans la ville et la nature dans les écoles, c'était pour nous très important, et c'est encore très important, et il faut absolument commencer par là en essayant d'expliquer comment des lanières arborées peuvent venir remplacer, alors peut-être pas dans toutes les écoles, mais en tout cas dans l'école de Libourne, c'était le sujet, remplacer cette première idée de pergola et faire de l'ombre sur les classes qui se situent juste à l'arrière, avec un budget beaucoup moins onéreux. Donc c'était la première approche, c'est de réintroduire l'arbre et de réintroduire aussi une fertilité du sol. Donc on a tout de suite proposé et de donner comme objectif de désimperméabiliser un quart minimum de la surface de la cour de récréation. Donc oui, plus de fraîcheur en été pour les plantations, plus de perméabilité, plus de fertilité. Plus de perméabilité parce que ça résolvait aussi un problème qu'ils avaient récurrent d'inondation au point bas de la cour qui se situe ici, où ils se retrouvaient avec des flaques d'eau dès qu'il y avait de la pluie. Donc l'idée, c'est de retrouver cette perméabilité. On a des lanières arborées qui sont le long des classes, qui permettent d'avoir de l'ombre l'après-midi, les jours de printemps et d'été, qui permet aussi de laisser passer la lumière l'hiver, avec les arbres qui perdent leurs feuilles, et un coin plutôt bosquet pédagogique, je vais le développer tout à l'heure, et puis une haie vraiment qui vient cacher le contact avec le parking qu'il y avait à côté. Donc, vous l'avez compris, voilà, le sujet, c'est l'arbre. On a fait cette planche tout de suite pour replacer l'arbre au centre du discours et montrer comment il pouvait devenir un support pédagogique aussi pour les enfants, avec ces différents rôles qu'on oublie bien souvent. Mais oui, on a un rôle de filtre, on a un rôle de climatisation, on a un rôle de poumon, on a un rôle de récolte aussi. On peut s'autoriser à avoir des récoltes comestibles même dans les écoles. Donc ça peut faire peur à certaines personnes. On va le voir aussi, tous ces freins qui peuvent y aller. Mais donc, rôle de récolte, un rôle d'habitat et un rôle de fertilisation pour le sol. Donc tout ça, c'est des choses qui maintenant sont apprises aux enfants dans cette école-là.
un esprit aussi avec lequel on a démarré ce projet, c'est de se dire on va planter dense et on va faire un effet de forêt. Pourquoi ? C'est tout de suite pour casser cette idée de on plante les arbres en alignement, un peu comme on fait dans la ville. Dans la ville. Non, là, c'était juste de changer de vocabulaire. On voulait tout de suite réintroduire un vocabulaire de forêt, de petits bois, peut-être plus jardinés, mais en tout cas de petits bois et de taillis forestiers à l'intérieur de cette cour de récréation. Alors ça a fait débat, hein. On a associé tout de suite, donc quand on est arrivé là, on a associé avec cette maquette les services techniques de la ville. Le chef jardinier, sans lui montrer la maquette, au début, il nous a dit si vous arrivez à planter 20 arbres dans cette école, c'est déjà beaucoup trop, on n'arrivera pas, vous n'allez pas planter plus de 20 arbres. On est arrivé avec notre maquette, vous allez voir tout à l'heure, mais au total, on en a planté 100. Et au final, et avec le chef de jardinier qui, au début, n'y croyait pas et qui nous a suivis dans cette question de densité et qui a trouvé aussi l'idée intéressante et différente de ce qu'il faisait d'habitude, mais voilà, ouvert à ces propositions. Donc, première idée de lanières forestières qui viennent le long des classes. Juste, vous voyez en orange à côté, ces lanières qui sont accompagnées, qui peuvent être accompagnées de bancs pour profiter de l'ombrage. Et puis enfin, on a positionné là sur la maquette différents îlots, mais qui peuvent bouger. Vous voyez, cette maquette, c'était pas du tout quelque chose de figé. On était vraiment dans une logique de participation et de co-conception avec les différents acteurs. Donc là, voilà, c'est quelques bouts de carton qui sont mis les uns à côté des autres, mais en gros, ça a bougé tout le projet et ça a vraiment pu faire des discussions intéressantes avec les différentes personnes. Donc là, c'était l'idée, par contre, dans ce coin-là, le grand principe qu'on a porté, nous, c'était le bosquet pédagogique avec un salon de lecture à l'intérieur, des bacs potagers qui viennent aussi rythmer le bosquet. On est allé au-delà. Alors pareil, je vous raconte toute cette démarche de conception. On a vraiment voulu aller au-delà de l'aménagement pur et simple. On s'est dit, mais ce projet d'école, c'est forcément l'occasion de faire un support de pédagogie. Et c'est ça aussi, c'est là où elle est la plus-value de planter un arbre par rapport à faire une pergola. C'est que la pergola, on ne va pas y faire un support de pédagogie, tandis que la nature en ville, il y a vraiment plein de thèmes à aborder. Donc oui, ça fait à la fois un support théorique, à la fois un support pratique, et tout ça dans un entretien facile. Donc je vais l'expliquer. Ce calendrier, c'est le point de départ, mais après, c'est vraiment les enseignants et le périscolaire qui sait approprier les choses. Nous, on a juste lancé les premières idées avec par trimestre, essayer de faire en sorte que, en prenant compte des vacances scolaires, oui, on ne va pas mettre des récoltes de comestibles pendant les mois de juillet et août, ça n'a aucun sens dans une école, mais voilà, de les mettre plutôt septembre, octobre, novembre, ça peut être intéressant. Donc il y a donc cette réflexion qu'on a eue et puis enfin cette première initiation de comment on pouvait faire, quel support théorique pouvait avoir le bosquet pédagogique en termes de perte des feuilles, reconnaissance de la végétation, on va donner à manger aux oiseaux, on va qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y avait 30 000 idées. Il y a l'idée aussi de l'entretien, qu'à un moment donné, quand les arbres perdent leurs feuilles pendant l'automne, les feuilles, on va les laisser sur place parce qu'en dessous, on a laissé un sol perméable. Donc, les feuilles tombent directement sur les fosses de plantation et ils nourrissent le sol et puis deviennent un support pour expliquer ça aux enfants aussi. Et enfin, oui, vraiment un entretien limité. On va le voir tout à l'heure aussi avec le choix des essences, qui a été aussi stratégique. Mais pour toutes ces questions-là, on ne ramasse plus les feuilles. Et enfin, il n'y a pas de taille nécessaire sur les branches. Donc, j'en reviens voilà, au choix des essences. Donc, sur Libourne, on a pu faire remonter aussi le contexte méditerranéen pour avoir des essences qui sont résistantes à la sécheresse et puis aussi qui ne nécessitent pas de taille. On laisse le port libre et puis aussi qui
varier les essences pour avoir quelques récoltes. Là, en l'occurrence, on a mis du noisetier, on a mis... alors, le laurier noble, c'est plutôt pour les feuilles qui va être intéressant. Il y a d'autres arbres pour les fleurs. Et puis, enfin, il y a des pruniers aussi qu'on a mis pour récolter les fruits. On a eu une réflexion sur le mobilier. Donc, en effet, le budget ne permettait pas forcément de recommander des jeux d'enfants. Non, on ne pouvait pas. Le ressort, le toboggan, on ne pouvait pas se le permettre. Mais par contre, en lien justement avec cette idée de nature et de pédagogie, des bacs potagers, ça c'était tout à fait possible, et un salon de lecture pour le mettre en plein milieu du bosquet pédagogique et pouvoir faire la classe dehors, à l'ombre des arbres, et puis même juste un nouveau petit coin dans la cour de récréation. On a eu une réflexion aussi sur apporter de la gaieté. Ça peut être un sujet un peu connexe à apporter de la nature en ville, mais pour nous, il allait vraiment de pair. C'est qu'on va donner une nouvelle image à cette école, et puis aussi, on va participer à changer, là en l'occurrence avec de la peinture au sol, mais on va changer le revêtement de sol, et on va essayer d'apporter une autre réflexion solaire, et donc un abaissement de la température du sol. Donc l'idée de ces peintures au sol, ça venait sur la maquette. On leur a proposé, est-ce que vous voulez que ça soit des aplats sur le sol? Est-ce que vous voulez que ça soit des lignes qui courent? Après, au final, on a choisi un mix des deux, hein, c'est toujours ça. On choisit un mix des deux. On a fait un tableau qui monte sur un labyrinthe qui monte sur le mur du panier de basket et qui fait, avec les lignes blanches, office de marquage pour les rangs des classes. Là, ici, pour se ranger dans chaque classe. Et à la fois, on peut venir courir. Ça fait un labyrinthe dans la cour de récréation. Le bosquet pédagogique dont je vous parlais tout à l'heure, avec le salon de lecture au milieu. Donc ça, c'était des collages qui ont été réalisés plutôt en phase d'avant-projet, voilà, pour amener le plus de monde possible avec nous, pour essayer de discuter avec les différents acteurs, pour leur donner envie et pour récolter leurs différentes remarques. Donc avec les mûriers, où là actuellement le sol est, à l'existant, le sol était entièrement imperméabilisé. L'idée, c'était de venir décrouter au niveau des pieds des mûriers et de mettre là, en l'occurrence, de la prairie fleurie. Bon, cette maquette, elle était vraiment importante pour nous. C'est ce qui nous a permis de faire cette démarche de participation et de gagner aussi en efficacité de projet, parce qu'au final, on est allé déjà avec toutes les idées qu'on voulait porter en tant que paysagiste, mais sans aucune forme de projet figé. Et ça, pour nous, c'est une méthode qu'on développe sur beaucoup de projets et qui est pour nous garante de cette cohésion de personnes et puis de ce projet humain avant tout. Parce on discute autour d'une maquette. Là, je suis à côté du chef jardinier de la ville qui me disait non, mais 10 arbres, 20 arbres, vous allez pas pouvoir les planter. Et puis après, il se retrouvait à jouer avec moi, avec la maquette, et à nous dire plein de choses vraiment très intéressantes sur la densité des arbres, sur comment gérer pour qu'on puisse planter dense, mais tout en bénéficiant du plus de lumière possible pour les arbres. La maquette qui s'est travaillée aussi au niveau de la participation des enseignants. Là, on était dans une des classes et à jouer aussi avec cette maquette. On a pu, donc ça c'est un des comptes rendus d'une réunion de co-conception comme ça, où on a finalement pu acter différentes formes et puis différents emplacements possibles qui laissent aussi la place à d'autres usages. On peut toujours courir dans la cour de récré. Enfin, c'était vraiment adapté avec toutes leurs contraintes et leurs besoins. Alors, la participation des enfants, malheureusement, avec la pandémie, on n'a pas pu l'avoir tout de suite. On l'a eu
après la première phase de réalisation. C'est-à-dire là, il y avait une première phase de travaux qui était enclenchée, c'est-à-dire les terrassements et les plantations. Juste les terrassements, pas les plantations. Il y avait les terrassements de fait, donc il y avait les fosses de plantation avec le mulch mis dedans, mais il n'y avait pas encore les arbres. Et donc là, on est allé à la rentrée donc 2020 expliquer aux enfants que dans 2 mois, il allait avoir les arbres qui étaient plantés, leur expliquer que comment ils allaient faire pour pas les défoncer, tout simplement. Comment on allait, comment ils voyaient aussi cet apport de nature dans la cour de récréation. Donc cette première étape-là, elle a été importante aussi, parce que pour nous, il fallait gérer, donc c'est un des freins dont on peut parler, mais il fallait gérer ces délimitations entre les fosses de plantation et l'endroit où on va courir. Donc dans un premier temps, c'est vrai que pendant la première année au moins, l'arbre a besoin de faire son système racinaire, et donc oui, on a une forte contrainte qu'on ne vienne pas piétiner au pied des arbres. Donc nous, on va vous montrer tout à l'heure, mais on a mis un système de ganivelle qui est là pour perdurer juste la première année et qui permettait juste de faire la délimitation. Et c'est de ça dont on parlait vraiment avec eux, c'était de cette première phase de qu'est-ce qui allait évoluer, comment le projet allait évoluer et comment on faisait les choses et pourquoi on les faisait comme ça. Et donc ils ont été hyper réceptifs et en fait ça s'est très très bien passé. On va montrer des photos après. Plan masse final, donc après cette phase de maquette, bien sûr, pour nous, il a fallu vraiment réaliser les plans techniques pour pouvoir après passer à un marché de travaux à une entreprise. Donc, une méthode classique de maîtrise d'œuvre, on fait un cahier des charges, on fait un dossier de consultation, on assiste vraiment la maîtrise d'ouvrage sur ce projet-là et sur cette passation-là. Et donc ça, c'est un des plans de pro et d'exécution. Projet réalisé, donc voilà. Là, juste pour vous dire, dans cette phase la conception s'arrête et on a une phase de passation à l'entreprise et de choix aussi de l'entreprise. Ça a été très important pour nous, en tout cas, que la commune et nous qui avons participé aussi à l'analyse critique des offres des entreprises, ça a été très important de prendre une entreprise de paysage, un entrepreneur paysagiste qui porte l'ensemble des lots, c'est-à-dire de surtout éviter au plus possible d'avoir beaucoup d'interlocuteurs avec un VRD qui va faire juste le VRD et qui ne va pas parler après à celui qui va planter, qui ne va pas parler après à celui qui fait le mobilier. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un seul gros lot, un lot paysage et biodiversité. Et donc, par cette appellation paysage et biodiversité, les entreprises de paysage qui ont répondu se sont vraiment reconnus là-dedans et ont voulu porter l'ensemble des choses. Après, le sol, les mobiliers, tout ça, c'est des sous-traitants de cette entreprise. Donc, juste, voilà, nous, on a été là dans le chantier pour les accompagner une fois que l'entreprise a été choisie. Et puis, pour adapter, là, on est sur le marquage au sol avant le décroutage de l'enrobé. Là, on est sur le décroutage de l'enrobé. Et puis, on adapte sans cesse, il y a des questions de chantier, voilà, que le maître d'œuvre est là aussi, et nous, en tant que concepteurs, on est là à adapter sur le terrain et à prendre les décisions avec l'entreprise. Le travail de sol, qui a été vraiment tout décrypté, qui a été aussi, il a fait l'objet d'une planche d'essai, bien sûr, parce que c'est un sol... une peinture au sol, mais donc déjà, il fallait prendre la plus résistante, celle qui allait glisser le moins possible, celle qui n'était pas trop rugueuse. Enfin bon, en tout cas, il y a eu tous ces essais-là pour justement que tout le monde puisse être d'accord sur le choix de la peinture au sol. Donc cette planche d'essai, pour nous, elle nous a permis de discuter et d'avoir des longues discussions avec l'ensemble des acteurs. Donc avant et le calpinage. Donc là, alors là, pour le coup, c'était quand même assez particulier comme dessin au sol. On a vraiment assisté l'entreprise. On a fait avec eux le piquetage et le marquage au sol pour tracer ce dessin. Il y a plein d'histoires à se raconter. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est que aussi là, on est sur un sol vraiment multi-usage et réversible. Il est autant un labyrinthe, une marelle, des rangements pour les rangs des classes, à la fois un... Bon bref, je passe, mais vous l'avez compris.
Bon, les enfants, je vais pas... Là, c'est une étape aussi importante pour nous. Ça a été le marquage des végétaux en pépinière. Donc ça, c'était donc la première tranche de réalisation. On s'est arrêté là après l'été. C'est-à-dire qu'on a fait la réalisation du sol, les fosses de plantation, et on a mis le système de ganivelle pour marquer les fosses de plantation. Suite à ça, il y a eu une période où les enfants sont rentrés en classe, et après, il y a eu l'automne, et pendant l'automne, donc, il y a eu le marquage des végétaux en pépinière, c'est-à-dire c'est le paysagiste qui va choisir les végétaux dans la pépinière, et ensuite, il y a les plantations. Et vous voyez ça, donc ça, c'est un sujet qu'on peut avoir même sur d'autres écoles. Alors, les ganivelles. Nous, on a choisi vraiment d'avoir, à terme, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est qu'il n'y ait plus les ganivelles. Là, déjà, ils ont commencé à les enlever, à les retirer progressivement. Et donc, on fait le pari. Il faut savoir que c'est un projet pilote et la maîtrise d'ouvrage nous a suivis là-dedans en osant aussi les choses. Et donc là, on n'a pas de bordure entre l'enrobé et les copeaux de bois. Et après, on a une faible différence de niveau qui fait que les copeaux de bois sont gérés à l'intérieur. Bon, mais par contre, oui, là, il y a quand même de l'acceptation. Les copeaux de bois peuvent sortir, mais c'est pas grave. Les enfants, ils balayent après. Donc, c'est encore une fois, donc là avec les plantations et la première décoloration automnale, ça c'était la première année juste après plantation. Et donc oui, il y a eu aussi ce sujet sur les ganivelles que la première année il fallait gérer parce que ça faisait quand même un obstacle de plus dans la cour. Les enfants se sont très bien habitués. Mais par contre, c'est vrai que les 2 premières semaines, il y a eu des sujets. Il y a un nouvel obstacle, on peut se faire des petites égratignures, il y a eu 2-3 égratignures, on ne vous le cache pas. Et donc ça, nous, on a été force de proposition pour mettre une toile de jute dessus, pour protéger un peu. Mais vraiment, l'idée, c'était de tenir. La maîtrise d'ouvrage nous a vraiment accompagnés là-dessus et elle a tenu bon pendant 2 semaines. C'était 2 semaines un peu dures. Mais après, ça valait le coup parce qu'au final, maintenant, ils sont. Ça s'est très vite réglé en fait. C'était les 2 premières semaines où il y a eu ce petit, on va dire, cette problématique. Un observatoire, le avant-après. C'est vrai que du coup, maintenant, on a des coins. Enfin, il y a d'autres usages dans la cour de récréation. C'est qu'on peut toujours y courir. Mais il y a d'autres coins qui se sont créés et il y a des activités aussi plus calmes qui prennent place. Et le périscolaire, donc Julien du périscolaire nous disait, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus apaisés, chacun trouve son petit coin, il y a vraiment du positif. Le avant-après avec le sol et les lanières arborées. Sol et les lanières arborées. Voilà, tout ça, c'est la première année. C'est un projet très, très récent. Donc, il a été livré en septembre dernier. Donc là, les arbres, actuellement, ils sont quasi à la plantation. Là. Donc après, il faut imaginer que ça va agrandir. Alors après, c'est des arbres qui ont été choisis pour avoir un moyen développement. Ils vont faire maximum 10-12 mètres. Ce qui est déjà pas mal dans la cour de récréation, avec la densité avec laquelle on a planté. Donc les enfants sur le salon de lecture, et puis ce fameux bosquet là où bientôt, enfin là actuellement, on a enlevé les ganivelles. J'ai une photo aussi sans les ganivelles. Donc là, le problème de l'eau aussi a été totalement résolu. Et donc ça, c'était intéressant. Il y a 2 semaines, on a été faire visiter ce projet au département de la Gironde, qui était intéressé pour aussi cette démarche et pour la faire valoir dans les collèges. Et ils nous demandaient donc plein de questions comme ça, d'entretien, de comment ça se passe, l'entretien, la sécurité, tous les freins qu'on peut avoir. Et puis Julien du périscolaire lui-même, faisait les réponses et disait oui, là aussi on avait peur, mais finalement ça s'est très bien passé, ils se sont habitués. Ah oui, là moi je pensais que c'était vraiment un grand espace qui allait servir à rien, et en fait on n'a plus de problème d'inondation. Donc au final son retour a été aussi très positif et très, très intéressant à écouter. Les enfants qui ont inventé un nouveau jeu, là, c'est les feuilles des arbres maintenant qui deviennent un jeu. Et puis voilà, on est dans d'autres ambiances, dans d'autres coins, et puis surtout sur une fertilité du sol qui est vraiment importante.
la prairie fleurie, là, dans ce coin du carré des Mûriers. Ils ont, donc le périscolaire a aussi téléchargé une application sur son téléphone, Julien. Et avec les enfants, ils s'amusent à reconnaître les petites plantes qu'il y a dans la prairie, les petites annuelles. La question des bacs potagers, ça c'est une question. Souvent dans les écoles, enfin dans toutes celles qu'on a visitées, des fois il y a des bacs potagers, ils sont inutilisés. Et on nous dit, ben oui, mais ils ne sont pas utilisés, on peut planter, mais c'est que quand on va planter, ils sont en vacances, donc comment faire quoi ? Nous, on veut bien qu'ils touchent la terre, mais comment faire pour gérer ça ? Donc déjà, non, on peut planter, il y a des choses qui se plantent aussi pendant les périodes scolaires. Et là, par exemple, nous, pour éviter l'écueil de ces bacs potagers qui ne soient pas utilisés, pendant la fameuse réunion où on était avec les enfants, on leur a donné à chaque classe, donc ça c'était à notre initiative, mais on leur a donné un paquet de graines, des fèves, pour qu'ils commencent les plantations en leur disant, on était en octobre et on leur disait, vous pouvez, dès maintenant ou dès les vacances de la Toussaint, vous pouvez planter les fèves, ça se plante aussi en automne et allez-y. Donc là, la photo elle est prise quelques mois plus tard et c'est les premières fèves qu'ils ont plantées. Et donc ça a initié une dynamique. Mais c'est vrai que il y a ce côté de dynamique qu'il faut quand même engager. Donc, là, c'est intéressant. Cette photo, elle résume tout et elle me plaît vraiment beaucoup. Enfin, on a apporté du bien-être aussi dans la cour de récré. Là, c'est le salon de massage. La décoloration automnale aussi, donc, c'était un choix de vraiment dans la plantation qu'il fallait que toutes les essences aient un rôle et vraiment un intérêt. Et pour ce qui est de la co-construction avec les enfants, il y a un arbre symbolique, mais qui a été laissé pour planter avec les enfants. Il pourrait y avoir plusieurs arbres même qui peuvent être laissés. Bon là, en l'occurrence, c'était des gros sujets, donc on leur a laissé des moyens, mais c'était déjà lourd pour eux, donc ça suffisait, c'était déjà beaucoup. Et ça fait leur arbre symbolique, c'est un laurier noble là qu'ils ont planté. Julien, donc le fameux Julien du périscolaire qui a l'initiative de ce projet, qui a vu son idée totalement évoluer, dépasser et dans le bon sens. Il nous l'a fait après comme remarque, comme retour. Et il nous a dit moi je suis parti de 2 bacs de potager en plus et vous m'avez fait une forêt dans ma cour, mais je suis vraiment très content et qui maintenant fait les étiquettes des petits panneaux pour mettre le nom des arbres au niveau du bosquet pédagogique. Donc ça, c'est toujours une collaboration tout le temps et on invente au fur et à mesure parce que il nous a dit qu'il voulait faire ces petits panneaux. On leur a dit que oui, nous, on a le nom de toutes les espèces et qu'on peut très bien leur faire un petit topo sur pourquoi chaque espèce, qu'est-ce qu'ils allaient mettre sur les panneaux. Donc voilà, nous, on leur a fourni le contenu, lui, il fait la forme et il y a ce dialogue vraiment très intéressant. On parlait tout à l'heure de ce lien entre services techniques, élus. Là, en l'occurrence, il n'était pas là tout de suite, mais en tout cas, notre rôle, ça a été aussi de les relier. Et en tout cas, le concepteur paysagiste a été un peu le médiateur de toutes ces personnes-là. Mais je suis d'accord, c'est un projet humain avant tout. Et c'est vraiment porté là. C'est vraiment une condition essentielle. Là, ils se sont amusés à trouver des jeux de mots avec la nature, avec les légumes, avec les plantes. Et ils ont mis aussi la main à la pâte avec la construction des nichoirs. Donc nous, on a fourni des plans de nichoirs. L'entreprise a bien voulu aussi fournir un premier kit. Donc ils ont l'entreprise de paysage qui a monté un nichoir et qui l'a démonté pour que les enfants le remontent pour le premier. Et ça, on ne peut pas demander ça à n'importe quelle entreprise. Il faut un moment qu'il y ait un lien humain qui dise « Allez, vas-y, tu me le fais, c'est bon. » Voilà, c'est pour le bien du projet et on est tous contents de faire ça. Et donc oui, il y a eu ce travail-là de relations humaines aussi, qui ne se voient pas dans les aménagements paysagers, mais qui sont, comme vous l'avez dit, très, très importants. Et donc là, à l'arrière de la cour, maintenant, il y a des poules. Ils ont fait un poulailler. Des fois, ils les lâchent dans la cour, ils les lâchent dans les fosses de plantation. Et ils ont même lâché là un cochon d'Inde dans la fosse de plantation. Voilà.
Bon, pour vous dire qu'ils s'approprient vraiment les lieux et c'est vraiment très enthousiasmant de voir cette appropriation qui fait vivre le projet. Il y a un travail aussi de recyclage. Donc là, les ganivelles qu'on enlève actuellement sur les massifs, elles sont recyclées pour leur jardin à l'arrière, là où il y a les poules. Là, à gauche, c'est la ville qui a... La ville de Libourne qui avait ces feuilles-là suspendues à une rue commerçante. Et puis, voilà, au moment où ça doit partir à la poubelle, donc c'est l'école qui l'a récupéré. Et toujours dans ce but d'accrémenter le côté ludique, joyeux et un peu singulier, quoi. Voilà la dernière photo qu'on a prise où on a enlevé les ganivelles. Et en fait, donc on a posé la question, alors comment ça s'est passé? Parce que nous aussi, on était hyper curieux de savoir. On l'a dit, c'est un projet pilote. Honnêtement, on l'expérimente aussi. On ne sait pas comment ça va se passer avec les enfants qui courent dedans, parce que c'est vraiment un choix et aussi une commune qui ose. Et donc là, Julien qui nous dit, mais ils se sont allongés et ils ont fait comme ça avec les bras. Comme quand on découvre la neige, quoi, comme quand on s'allonge sur la neige. Et après, on leur a demandé, alors, les copeaux, ça sort, ça vous embête, qu'est-ce qui se passe? Non, on les balaye, il y a des groupes qui les balayent, ils sont contents de le faire. Voilà. Donc au final, ça se passe plutôt bien et c'est des bonnes surprises. Donc, je pensais que c'était intéressant de finir par ce petit topo pour vous montrer que c'est pas déconnant. Et donc là, je sais pas si vous voyez bien. C'est un peu une feuille de route qu'on se fait à chaque maîtrise d'œuvre. Et puis nous, ça nous aide à avoir un peu un repère. Mais c'est vrai que dans les espaces publics qu'on observe, les prix peuvent aller du simple au quintuple, quoi. Mais généralement, on varie entre 25 € hors taxe du mètre carré et 300 € hors taxe du mètre carré. Cette frise-là, elle est par exemple, on est à 25 € du mètre carré quand on va être sur des espaces très parcs et jardins, des lieux très extensifs, pas beaucoup de minéral, vraiment un travail de végétal. Et de sol perméable. Ensuite, on a des espaces publics plutôt sobres, 50 € du mètre carré, 150 € du mètre carré, qui vont commencer à avoir un peu de minéral, mais toujours pas non plus trop. Et après, 300 € du mètre carré, on est déjà sur un beau sol minéral qualitatif qui peut intégrer des pavés, même quelquefois de la pierre naturelle au sol sur certaines parties, et puis un mobilier urbain. Donc ça, c'est pour vous donner un ordre de prix, une ordre d'idée. Actuellement, les appels d'offres qu'on voit des grandes métropoles sur la végétalisation des cours d'école, ils se situent là. Paris, Lyon, Bordeaux, voilà, grande métropole, ils prennent ces 180 € à 300 € le mètre carré. Donc c'est ça qui sort actuellement, leur prévision de travaux. Cours de Libourne, on est ici. Donc en fait, j'aime bien cette slide parce qu'à un moment donné, elle montre aussi qu'on peut faire des choses avec des prix vraiment beaucoup plus raisonnables et à la taille de chaque commune en fait. Et ce budget-là s'adapte et là, l'idée c'était vraiment, donc je vais finir par ça, mais le concepteur paysagiste a aidé vraiment, notre stratégie c'était d'avoir le maximum d'impact avec le minimum de moyens. Et c'est pour ça qu'on leur a conseillé de partir sur les arbres plutôt que sur la pergola, de partir sur de la densité plutôt que juste des alignements. C'était l'idée vraiment de comment marquer le coup. Et vous avez 70 000 € de travaux, ok, on va faire avec 70 000 et on va voir le maximum qu'on peut faire avec 70 000. Un petit graphique pour montrer que 1 € de paysagiste concepteur, c'est pour nous, en tout cas, c'est 10 € de travaux, de budget de travaux en moins. C'est vraiment comme ça qu'on a essayé de vendre et de trouver de porter une stratégie sur ce projet d'école et de porter encore notre stratégie aujourd'hui. Donc 72 000 € de travaux hors taxe, ça c'est le prix travaux, là en rouge. Honoraires, alors 20 000 €, c'est ce qu'il aurait fallu avoir. C'est ce qu'il aurait fallu par rapport à tout ce que je vous ai montré, où on a été dans vraiment un suivi de travaux vraiment très, très poussé. On a été très proche pour avoir ce contact avec les différents partenaires, avec ce travail aussi humain qu'on a eu de médiation et tout ça,
honnêtement, qu'on n'avait pas évalué à la base de la mission. On est parti sur une mission de 10 000 € pour nous. Mais c'est vrai que dans une mission comme ça, voilà, on s'y retrouverait plus avec 20 000 €. En tout cas, tout ça pour vous dire que travaux de conception... Travaux de conception sur le calendrier, ils ont été d'octobre 2019 jusqu'à juin 2020, donc à peu près une année complète, une année complète de conception et de travaux. Les travaux en 2 phases, avec la phase ici juillet-août, la première phase de terrassement, et la deuxième phase ici avec les plantations. Et c'est la fin. Je vous dis merci, mais peut-être que ça peut être intéressant qu'on ait justement un échange à ce sujet-là et au sujet de ces cours d'école et des contraintes que vous pouvez avoir. Merci. Quelles essences ont été plantées? Alors, c'est sur Libourne. On a planté des amélanchiers, on a planté des érables, différents types d'érables, érables de Montpellier, pour que ça soit résistant à la sécheresse. Donc laurier noble, on a planté des chênes, on a planté aussi des chênes, dont des chênes verts. On a planté des cercis, des arbres de Judée, qui malheureusement, alors les arbres de Judée, il y en avait 5, ils n'ont pas tenu. Donc c'était assez étonnant. En plus, on les avait vraiment choisis avec les services techniques de la ville qui ont l'habitude de planter ce genre d'arbres, mais qui sont assez capricieux à la plantation. Ici, voilà, apparemment, la première année, c'est qui tout double pour ces arbres de Judée. Bon, c'est les seules essences qui n'ont pas tenu et qui vont être remplacées. Et des noisetiers, des arbousiers et des pruniers. Voilà, on a essayé d'être mixte, enfin vraiment d'avoir des essences mixtes, d'avoir des essences qui à la fois perdent leurs feuilles, d'autres essences qui ne perdent pas leurs feuilles, et puis de jouer sur toutes les récoltes comestibles qu'il peut y avoir, parce que même les arbousiers, on peut récolter le fruit. Donc il y a ces découvertes aussi qui peuvent être intéressantes. Il n'y a pas d'arrosage. Mais la première année, bien sûr, on avait prévu que l'entreprise vienne arroser. Alors, la première année, il n'y a pas eu besoin. Là, cet été, on a eu un été assez pluvieux, et donc pas eu besoin d'arroser. La pluie a fait le travail, mais par contre, sûrement que l'été prochain, la ville devra passer quand même une fois ou deux si on a quand même une sécheresse. Les premières années, on a dit que c'était important quand même d'avoir un petit peu de surveillance. Après, ce qui est intéressant, je peux vous dire aussi sur ça, c'est que connexe à ce projet-là, on a eu un autre projet de square sur Libourne. Avec les services techniques de la ville, on a expérimenté un système de sonde tensiométrique qui permet de réguler l'eau et de vraiment calibrer vraiment les réels besoins en eau des arbres et même de savoir, de stresser un peu l'arbre pour lui permettre de s'enraciner profond dans le sol et pas développer des racines trop superficielles, mais vraiment le pousser à chercher l'eau en profondeur et de le rendre de plus en plus résistant pour les années à venir. Et la ville, c'est une économie d'eau aussi, et aussi un gain de connaissances. Donc ça a été testé avec le chef jardinier que vous avez vu en photo sur un autre square, mais qui là, l'année prochaine, la sonde va aller dans les bosquets de l'école de Libourne. Donc ça va aussi leur apporter une connaissance en plus en matière de gestion de l'eau. Bonne question. Bonne question. Il y a eu une volonté de réflexion de ça. Il n'y a pas eu d'aboutissement. On n'a pas fait de gestion de l'eau des toitures. Déjà, c'était hors budget. C'était hors budget, mais par contre, cette réflexion-là, elle est portée par la ville de manière annexe. Ils vont faire une récupération d'eau pluviale, voilà, pour arroser ne serait-ce que les bacs potagers. Et on n'a pas encore de retour parce que c'est vrai que ça traîne un petit peu.
Donc on espère que ça sera fait, mais dans les échanges, c'était conclu comme ça, que cette partie d'eau de pluie, ça allait être fait en régie par la ville elle-même. Mais donc voilà, dans l'idée, ça a été inclus, si vous voulez, à la réflexion, mais actuellement, ce n'était pas dans le contrat de l'entreprise de paysagiste qui réalisait les choses. Donc actuellement, c'est encore en cours du côté de la ville. Il y a le CEREMA qui est intéressé par le sujet et qui a contact avec notre maîtrise d'ouvrage. Et donc, ils vont engager ces mesures. Alors malheureusement, ce que notre maîtrise d'ouvrage nous disait, ils n'ont pas pris les mesures avant la plantation d'arbres. Mais bon, on leur a dit que là, les arbres, ils étaient encore tout petits, qu'ils pouvaient très bien le prendre là cette année. Et puis commencer les mesures à partir de maintenant. Donc oui, ça va être engagé. Ils ont contact avec le CEREMA sur ces questions-là. Et ils sont vraiment moteurs et vraiment ouverts à pousser leurs connaissances dans ce côté îlot de chaleur, îlot de fraîcheur en l'occurrence, et d'avoir testé ce projet pilote sur cette école-là. C'est vu comme un projet pilote qui après va leur donner des connaissances pour ensuite engager la réflexion sur les autres cours de récréation. C'est engagé du coup avec le CEREMA. Comme on n'a pas fait de sondage en stade de conception, on avait laissé dans le CCTP, donc dans le cahier des charges, une porte ouverte en disant, mais bien cadrée toujours, en disant, selon la qualité du sol qu'on va trouver, peut-être il va nécessiter un amendement de terre organique, de terre végétale, un amendement organique un peu plus important. Et cette typologie-là, la nature de cet apport sera décidée au moment où on commence le premier coup de pelleteuse. Donc là, ce qu'on a trouvé, c'était une terre assez limoneuse, assez drainante à certains endroits, et au point bas, plutôt glaiseuse. Donc on a fait, mais par contre une bonne terre quand même. Donc on a quand même apporté de la terre végétale un petit peu en plus, mais on a pu quand même faire avec le plus gros du sol existant. Donc je ne sais pas si je réponds à la question, mais du coup on a pu utiliser le sol existant avec un petit apport en plus. On voulait, alors non mais c'était un choix stratégique. Cette école-là, on partait quand même de loin. Enfin, il y avait un bon terreau fertile avec cette personne du périscolaire qui était vraiment porteuse du projet et de cette idée de nature dans l'école. Mais on était quand même encore sur des questions juste de petits bacs bocagés et juste de pergola. Donc nous, il avait fallu vraiment, on s'est dit non mais là, il faut y aller fort. On n'a pas le temps de faire une mare en gros. On s'est dit, il faut y aller fort. On plante des arbres, on plante le maximum d'arbres possible. On verra quitte à se planter, à ce que la maîtrise d'ouvrage n'adhère pas du tout. Mais voilà, c'était un parti pris de se dire. Et puis par contre, plus tard, ça laisse la porte ouverte. Oui, pourquoi pas. Dans le bosquet pédagogique, il y a des endroits où ils peuvent faire des choses. Ils peuvent très bien agrémenter ça. Ça, la ville, elle peut le faire toute seule au fur et à mesure. Mais nous, il fallait poser la structure, poser le cadre, poser la philosophie et surtout les aider à passer à l'action et à oser les choses. Tout à fait. Donc j'ai pas entendu qu'elle allait vers là. Et donc ils sont allés vers là plutôt du côté îlot de chaleur, CEREMA pour avoir de la donnée, sur ce thème-là. Mais sur la thématique vraiment biodiversité, fertilisation des sols et tout, j'ai pas encore entendu parler de ça, mais ça peut être une discussion que je vais leur soumettre. Ouais. Merci. Les enrobés, alors oui, ça a été une question. Il faut que je pense à vous dire un truc aussi sur l'enrobé, mais par rapport au recyclage de l'enrobé, donc il a été évacué, mais c'est dans une recyclerie. Donc ils s'en servent pour faire des structures de chaussées. Enfin, la recyclerie elle-même recycle cet enrobé. Mais après nous, on n'a pas cherché à réutiliser l'enrobé sur place là pour ce projet. En l'occurrence, là, on n'a pas trouvé de sens sur ça. Mais enfin, de sens, je veux dire, ça a vraiment du sens. Hein, mais je veux dire, dans le projet qu'on voulait développer, il n'y avait pas vraiment de pourquoi on les garderait, qu'est-ce qu'on ferait avec ça. Mais on savait déjà que quand on décroute l'enrobé, il y a la recyclerie qui après réutilise cette matière. Donc on n'est pas allé plus loin que ça.
pourrait y avoir très bien des projets où on laisse aussi l'enrobé cassé dans les fosses de plantation. Ça existe aussi, c'est une démarche. Et en l'occurrence, ça aurait été peut-être un point encore en plus à argumenter auprès des... Enfin, disons qu'à un moment donné, le changement, il est déjà très très important. Et pour nous, le challenge, c'était de faire ce quart de cours désimperméabilisé et de planter à fond les plantations. Et du coup, tout ce qui venait annexe, tout ce qui venait, on pourrait argumenter une petite mare, on pourrait argumenter le fait de laisser en plus l'enrobé sur place. Il faut tenir un truc. Il faut se concentrer sur un truc, ou deux, mais enfin, voilà, c'était vraiment d'aller dans la sobriété des choses et d'aller le plus cash possible, pour pas qu'on se prenne les pieds dans le tapis. Le planning est serré, et vous allez le voir, si vous engagez dans des requalifications de cours de récréation, vous allez devoir contraindre votre maîtrise d'œuvre, qui va vous aider à faire ces projets, et là... Le planning était pourtant assez bien, quoi. C'était en septembre, on commençait la conception, et pour que ça soit fait en juillet-août. Mais c'est déjà hyper serré en termes de timing pour avoir ces échanges, cette appropriation. Voilà. Donc la stratégie, c'est OK, on a un budget, on a un timing, on le respecte, mais voilà, on sait quoi tenir, et puis tout le reste, on développera ça sur d'autres projets. Mais vous avez raison. De toute façon, si vous mettez aussi la barre trop haute, finalement, les contraintes sont telles qu'il ne se fait rien du tout, parce que la démarche peut être trop longue. Et puis plus on met la barre haut, et finalement, plus moins on fait le projet au final. Il y a une acceptation déjà du changement qui est quand même assez importante. Si on regarde nos cours d'école, on en a assez peu comme ça en Vendée. Donc déjà, cette acceptation du changement est importante avec les différents acteurs, que ce soit les enseignants, les élus, les services techniques. Donc si à un moment donné, on se dit, oui, on peut aller toujours plus loin, mais il faut que ça soit aussi un projet évolutif, parce que si on met toutes ces contraintes au départ, finalement, ça ne fonctionne pas, et on avancera à rien. Merci à vous. Et puis oui, ça fait partie des missions du CAUE, notamment nous avons dans notre conseil d'administration des membres de l'éducation nationale, et ça fait partie des missions du CAUE de pouvoir justement travailler en relation avec les enseignants. Donc là, c'est un beau challenge, on voit bien d'avance que c'est pas forcément gagné, et puis il ne faut pas qu'on aille sur des projets trop ambitieux, il faut qu'on aille sur des projets aussi où on est capable d'assurer la pérennité dans le temps. Si on fait trop compliqué, on sait très bien que ça ne tiendra pas. Mais je pense que c'est aussi un autre environnement qu'on peut offrir à nos enfants. Et puis, les arbres, quand on est en période de transition énergétique et qu'on entend ça matin, midi et soir, c'est aussi un piège à carbone important. Il ne faut pas l'oublier.